Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé-Sud. Bienvenue à l'invité de l'histoire. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. Nous avons deux invités. Un invité sur le plateau qui nous dit quel est le personnage historique qui l'a frappé dans la mémoire de l'histoire africaine ou des diasporas noires. Et puis un invité que nous convoquons depuis notre panthéon, depuis l'au-delà, et dont nous discutons des faits, de l'esprit qu'il a laissé. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une seule personne. Nous allons parler d'un mouvement. Nous allons parler de la naissance, le 25 mai 1963, de ce qu'on appelait alors l'OUA, Organisation de l'Unité Africaine. C'était à Addis Abeba, en Éthiopie, avec des invités. On le pense, parce que ici, on les choisit avec beaucoup de méticulosité. On pense que nous avons les bons invités sur ce plateau pour parler de l'esprit, la jeunesse, l'esprit des pères. Quel est l'esprit qui a présidé à la naissance de cette organisation? Quel est l'héritage qui en a été fait, qu'en ont fait les dépositaires? Et puis, ce sujet est plus que d'actualité. Quelles sont les perspectives depuis qu'en 2002, on parle désormais de l'Union africaine? Tout de suite, je vous présente notre invité, Éric Joël Bécalé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, donc vous pouvez parler de ces questions internationales, de cette institution internationale. Vous nous venez du Gabon, que vous représentez dans des instances très importantes, notamment de l'ONU et toutes sortes d'instances économiques et financières mondialement connues. Vous êtes aussi, c'est le double de votre casquette, écrivain et président, si je ne m'abuse, de l'Union des écrivains gabonais. C'est bien cela? Très bien. Pour que nos invités fassent plus ample connaissance avec M. Éric Joël Bécalé, je lui ai proposé, comme c'est l'exercice ici, de nous parler de lui à travers 5 photos que nous allons voir tout de suite. Photos. Première photo, Éric Joël Bécalé, qui va apparaître là, sur les écrans, et que Sabir va nous montrer dans quelques secondes. Il est en train de la retrouver, cette photo-là. Qu'est-ce que vous essayez d'exprimer à travers cette photo? D'abord là, je me trouve dans un salon du livre, aux côtés de mon confrère Jean Livassa Nyama, et en face de moi, j'ai mon compatriote et frère Gérard Kassa, qui me fait là l'honneur de venir acheter un de mes livres et se le faire dédicacer. Comme vous l'avez si bien dit, je suis aussi écrivain et une partie de mon temps, je le consacre donc à l'écriture et aux manifestations y relatives. La deuxième photo, celle-là. Grande famille. Alors la famille chez moi, elle est sacrée. Je suis issu d'une très très grande famille. Pour exemple, mon père, mon papa, polygame de son état, a près d'une cinquantaine d'enfants. Et ma maman en a 11. On a eu 11. Et si nous ajoutons à cela tous les cousins et cousines qui ont grandi sous le même toit que nous, je peux dire que j'ai grandi au milieu d'une fratrie d'à peu près une bonne centaine de gosses. Ce qui fait que vraiment la famille pour moi est très importante et je n'arrive même pas à m'imaginer sans elle dans mon processus, dans mon évolution. Troisième photo. Ah, alors là, je suis avec mon papa, Joey Tauget. Vous avez une belle tenue aussi. Oui, c'est la tenue de ma promotion là, de 1998, sortie de l'ENA. Diplômé Vous pouvez nous regarder ici, il va laisser la photo à l'écran pendant ce temps. Conseiller des affaires étrangères, diplômé de l'ENA. Et là, je suis avec mon papa lors de la remise des diplômes. Voilà, je suis Vous êtes donc un énarque? Énarque, oui, et j'espère être un très, très, très bon administrateur. Bon, en tout cas, l'histoire nous le dira. Photo suivante, la quatrième. Michael Jackson, monsieur diplomate. Excellence. Eh bien oui. Michael Jackson, le roi de la pop, c'est celui-là qui a bercé toute mon enfance, mon adolescence, et même aujourd'hui encore, je n'écoute que lui, je fredonne ses chansons. Et je ne m'imagine pas d'ailleurs vivre sans avoir quelque part comme ça en tête une musique de Michael Jackson ou des images de lui, de ses spectacles, de ses clips. Ça c'est clair, je suis totalement fan de Michael Jackson. Photo suivante, et la dernière. Alors là, c'est une cithare, hein, le buste, le visage d'une cithare. Vous savez, chez nous, les cithares sont incarnées, c'est un objet de culte. La harpe, instrument de musique, mais aussi incarnation d'un esprit. Et là, il s'agit de Otitimfon, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. C'est la cithare qui m'accompagne partout parce que voilà, je suis aussi un initié totalement ancré dans les choses de chez nous, dans la tradition, Bwiti, Pounou, Togo et Bwiti Fon. Voilà. Ben, très bien. Et les téléspectateurs savent maintenant qu'ils ont affaire à un fan de Michael Jackson qui a
les racines bien ancrées dans sa tradition gabonaise, Fan, notamment la tradition du Biéri Fan qu'on connaît. Tout de suite, on va exposer le débat, le thème de ce soir, ce qui concerne bien sûr l'esprit des fondateurs de l'Union africaine. Quel esprit, quel héritage, quelle perspective. On verra tout ça en image tout à l'heure, Sabir, photo. Le 25 mai 1963, 28 chefs d'État africains réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'invitation de l'empereur Haïlé Sélassié, adoptent la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. L'OUA voit ainsi le jour. Cette charte est inspirée par l'idée que l'Afrique doit désormais s'exprimer de manière unitaire. Elle affirme l'égalité souveraine de tous les États membres, le principe de non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale des États. Les questions économiques et la prévention des conflits sont, depuis quelques années, les deux grands thèmes rajoutés à cette charte de l'OUA, devenue entre-temps l'Union africaine. À un an du cinquantenaire de l'unité africaine, il reste comme un arrière-goût de cinquantenaire des indépendances, comme un arrière-goût d'échec. Les pères ont-ils été trahis? Étaient-ils naïfs? Est-ce que ce projet était de leur propre initiative? Nkrumah, Modibo Keïta et Sélassié se retournent-ils dans leur tombe? Quelles perspectives, quels espoirs aux rêves panafricains à l'heure où la boussole pointe vers l'Afrique anglophone, l'Afrique australe, avec à la barre un nouveau capitaine, l'Afrique du Sud? Voilà le thème de notre débat ce soir. Je vous présente tout de suite nos deux autres invités, ceux qui feront face à M. Éric Joël Bécalé. Je commence par vous, le nouveau venu, Maître Stombok. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous vous intéressez aussi beaucoup aux questions économiques internationales. J'ai fait des recherches. C'est vrai, puisque j'ai fait un travail sur notamment les conditions de travail au niveau international. Donc, la réglementation par l'OIT des normes de travail dans un contexte de mondialisation économique. Est-ce que le travail qui a été fait, notamment la déclaration des droits fondamentaux des travailleurs de 1998, est-ce qu'elle est suffisante au regard des enjeux économiques que nous avons aujourd'hui? Évidemment que c'est un pas qui a été fait, mais il reste largement en deçà des objectifs et des enjeux socio-économiques. Vous allez sans doute étayer tout cela tout à l'heure dans notre discussion. Maître Fellio, vous êtes souvent venu à cette émission par vos talents, par votre disponibilité aussi. Vous êtes également avocat. Vous vous occupez d'une université populaire bien nommée, Kwame Nkrumah. Alors, je m'occupe de l'université populaire Kwame Nkrumah, qui va rouvrir justement fin octobre, début novembre. Et donc, en fait, je suis un turiféraire de l'afro-optimisme, parce que je pense que l'Afrique, c'est la Chine de demain. Ça va provoquer peut-être l'hilarité, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans 25 ans, c'est-à-dire aux alentours de 2037, il y aura 2 milliards d'Africains, et que avec la progression constante depuis les années 2000 du PIB de chaque pays africain, qu'il soit producteur donc de produits pétroliers ou pas, et de 5%. Donc nous aurons un revenu réalisé par tête qui va augmenter par 4, ce qui fait que ce continent, dans 25 ans, sera extrêmement puissant. On va revenir à l'OUA. Vous avez bien compris, on n'a pas d'historien ce soir, mais ne vous inquiétez pas, le thème est très contemporain, parce que cette fois-ci, on est allé en arrière, mais pour mieux rebondir et parler des perspectives de cette Union africaine. On a des juristes, des experts de questions internationales qui sont tout à fait à même de nous éclairer. D'abord, Éric Joël Bécalé, est-ce qu'on peut resituer la genèse de cette OUA qui naît le 25 mai 1963, mais elle doit avoir quand même un parcours, elle s'enracine peut-être dans une démarche quelques années avant déjà. Oui, je crois que l'OUA est née d'un désir résolument profond des leaders africains de cette époque de sortir définitivement du joug colonial, c'est-à-dire de la direction des anciennes puissances colonisatrices
sur les différents États qui venaient justement d'accéder aux indépendances dans les années 1960. Rappelons-nous déjà que nous sortions de la Seconde Guerre mondiale, guerre à laquelle un fort contingent d'Africains avait pris part et donc participé à la libération plutôt, de la France et aux côtés de tous les autres alliés. Ce qui nous a fait prendre conscience que finalement nous étions des êtres humains à part entière et qu'en tant que tels, nous pouvions revendiquer un peu plus de droits par rapport à cette condition dont nous venions de prendre conscience. Arrivé donc en 1960, nous devenons indépendants, tout à fait naturellement. Certains chefs d'État, peut-être habités par un certain fantasme ou un rêve d'une Afrique unie, commencent à prôner cette idée d'un continent solidaire, et donc d'un continent uni qui développerait des politiques communes pour son propre développement, mais déjà en se positionnant de manière, comment est-ce que je pourrais dire, identique dans ce contexte de guerre froide que nous connaissions à l'époque. C'est-à-dire ne pas se retrouver dans un camp ou dans un autre, ce qui serait synonyme de revenir donc à cette ancienne posture de colonisation. Mais il y a quand même 2 points à éclairer. Oui. Est-ce que ce rêve d'unité faisait l'unanimité? Est-ce qu'il n'y avait pas, ceux qui voulaient entraîner un mouvement? Il y avait les tenants d'un projet d'une Union africaine en tant qu'État. Donc Kwame Nkrumah, Nasser et Haïlé Sélassié, et le président guinéen de l'époque, Sékou Touré, et d'autres qui pensaient qu'il fallait une Afrique, certes réunie au sein d'une organisation, mais avec des États dont on reconnaîtrait l'indépendance et l'intangibilité des frontières. Donc, les souverainetés. Il faut préciser quand même qu'en 1958, il y a déjà une tentative d'union États-Unis d'Afrique. L'union des États africains, voilà, entre le Ghana, le Mali de Kwame Nkrumah, et Sékou Touré notamment. Exactement. Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a aussi un clivage politique important. Il y a les tenants de l'Union africaine politique et d'autres qui disent que finalement l'Union africaine ne peut pas exister sans un fédéralisme économique. Donc des gens comme Sylvanus Olympio qui vont comprendre très rapidement que c'est grâce à l'économie qu'on va pouvoir s'unir, alors que certains disent que c'est l'idéologie qui compte. Donc on va voir. Mais in fine, ce sont les tenants. Donc, il est quand même important de préciser, un mouvement ne se crée pas spontanément, j'imagine. Il y a quand même des gens qui entraînent les autres. Qui étaient ces leaders principaux, Maître Sambok? Alors vous me permettrez de revenir un petit peu en arrière par rapport aux propos de de M. Bekale. De M. Bekale. Il a bien résumé de manière succincte, comment dire, le contexte, la genèse de cette idée. Mais il y a quand même quelques détails. L'idée panafricaniste vient d'abord de la diaspora afro-caribéenne et américaine. Donc des Noirs des États-Unis et de la Caraïbe qui déjà en avaient parlé et commençaient déjà à se réunir. Il y a eu justement des conférences, jusqu'à 5, qui sont tenues jusqu'en 1945, essentiellement à Londres. La première, précisément, c'était en 1900, si je ne m'abuse, qui avait pour l'un des thèmes la remise en cause de la confiscation des terres par les Anglais. Il y en a d'autres qui ont suivi. Et je crois que c'est depuis, à partir de 1945, que Nkrumah, Jomo Kenyatta, et notamment, vont précisément prendre en train le mouvement. Et ils seront avec d'autres, Nandi Azikiwe et bien d'autres. Julius Nyerere, des leaders charismatiques. À cette époque, nous avons parallèlement l'histoire américaine, et notamment du peuple noir américain, dans sa lutte aussi d'indépendance par rapport donc, à cette forme de ségrégation qu'on connaissait. Il y a tout ce courant philosophique lancé par Marcus Garvey. Et comme la plupart des leaders anglophones africains, comme Kwame Nkrumah, justement, avaient eu à accomplir leurs études en Angleterre et aux États-Unis, ils en ont été nourris.
pris. Voilà, à une certaine époque, on prenait d'ailleurs même un retour des fils nés de l'esclavage des États-Unis à revenir sur le continent américain. On se souvient du Festival mondial des arts nègres et tout ça. C'est de là, je crois, que le rêve d'un continent uni est parti et Kwame Nkrumah en a été le porteur, totalement inspiré donc de ce qui vient d'être dit. Non, de sorte que finalement, lorsque nous arrivons vers la fin des années 50, le début des années 60, c'est exact ce que vous avez relevé, ils se forment comme deux groupes autour de cette idée-là. Il y a le groupe de Casablanca, vous en avez cité des leaders tout à l'heure, notamment Nasser, Nasser, président égyptien. Voilà, le roi Mohamed V. Sékou Touré faisait partie également de ce groupe. Ben Bella. Pareil. Bon, après, nous aurons le groupe de Monrovia, avec comme leader le président, enfin, celui qui sera plus tard le président Houphouët-Boigny, ainsi que le Sédar Senghor. Mais qui, eux, ont peut-être ils ont une idée démarche totalement différente. Le premier groupe, le groupe de Monrovia, voulait justement un État fédéral, débarrassé de ses frontières intérieures issues de la colonisation, alors que le groupe de Monrovia, qui va devenir plus tard le groupe de Brazzaville, hein, bon, plus francophone. Absolument. Lui prône l'intangibilité des frontières. Et d'ailleurs, il n'est pas indifférent de défendre l'idée d'un État fédéral débarrassé des frontières que de défendre l'État, du moins les multiples États. On peut dire que c'était un groupe qui était un peu déjà porteur de la France-Afrique. Et puis on va voir ce clivage tout au long de l'existence de l'ONU, enfin pardon, de l'OUA, puis de l'UA. Même le niveau économique, en fait, je voulais souligner pour rejoindre le point de vue de mon voisin. Mais je pense qu'en fait, on ne peut pas parler de la jeunesse de l'EUA en évacuant la question justement de la guerre froide et des luttes d'influence des anciennes colonies qui voulaient finalement placer leurs pions en Afrique. Donc cela a aussi influencé les divers clivages dont vous venez de parler. Hein, parce qu'on est toujours plus ou moins tributaire des courants politiques dominants de son époque. On s'attend que les mêmes sont aussi dans le mouvement des non-alignés. Tout à fait. Voilà. Ouais. Au sortir de ce 25 mai, il y a une charte qui a été dictée. Que dit cette charte? Quels sont les grands principes qui en sortent? Éric Joël Bécalé. Bon, mais en tout cas, je serai, plus que je n'ai pas la charte, je crois que le premier objectif, c'est d'abord l'union. L'union. Le second, puisque nous sommes dans un contexte particulier, c'est celui de, disons, un élan de solidarité envers les peuples encore sous le joug de la colonisation et d'autres comme celui de l'Afrique du Sud sous celui de l'apartheid. Et je crois un troisième volet, mais assez difficile, on me corrigera, qui est relatif aux questions de développement. Aux questions de développement, évidemment, nous parlerons aussi de la prévention des conflits et du maintien de la paix. Je pense que cela s'articulait autour de... C'est un canevas très large. Voilà, est-ce qu'on l'a vu à peu près s'appliquer au cours du développement de cette institution, Maître Sambok? À vrai dire, quand on relit cette charte-là, elle ne met pas tellement en avant la question du développement. Parce que le contexte, quand même, explique ce qui a été fait. D'abord, il faudrait noter que la charte consacre, si on peut le dire, la victoire des modérés, donc du groupe de Brazzaville, sur le groupe de Casablanca. Voilà, puisque va perdre plusieurs de ses membres, dont le plus emblématique, d'ailleurs, Kwame Nkrumah. Absolument. Donc, dès lors, on va consacrer les frontières issues de la colonisation, donc la balkanisation de l'Afrique. Et puis, le contexte fait en sorte que on met l'accent sur la lutte contre le colonialisme. Déjà, vous l'avez dit. L'OUA a à peu près, comment dire, rempli sa mission de ce point de vue. Au niveau de l'unité africaine, justement, qui était également l'un des points de la charte de 1963, on peut toujours considérer qu'il y a eu des éléments d'unité, mais en fin de compte, il y aurait beaucoup de choses à redire de ce point de vue. Maître Féliot? Alors, moi, je pense que
l'OUA a un peu péché du fait que nous sommes dans une réorganisation de l'Afrique, donc nous sommes aux prémices d'une organisation, et que lorsqu'on commence justement à construire une organisation aussi importante avec une telle diversité, on ne peut pas le faire sans commettre des erreurs. Je pense que globalement, l'OUA, même si elle n'a pas rempli ses objectifs, a quand même interpelle sur le fait que les Africains sont obligés de s'unir de toutes les manières pour avancer. Et à l'aune justement de cela, on peut considérer aujourd'hui que l'OUA, même s'il y a pas mal de choses à développer au niveau régional, est quand même arrivé plus ou moins, je ne dirais pas à régler certains conflits en Afrique, mais à essayer de mettre en place un certain nombre d'institutions qu'il faut améliorer. Il n'y a pas que des échecs. Il y a des échecs, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de discordances, mais c'est dû au fait que certains font le jeu des grandes puissances et d'autres résistent. Donc, en fait, l'OUA est sans cesse traversée par des courants contraires. Est-ce que c'est une institution dont on peut dire qu'elle a vraiment été, qu'elle n'a jamais été libre en termes de financement de ces institutions, en termes d'influence de l'extérieur, au point qu'elle a fini par être dénigrée et gossée par un nombre de gens qui l'appelaient le syndicat des chefs d'État? Déjà, on peut faire toutes les critiques que l'on veut sur le bilan de l'OUA. Il n'empêche quand même que cette organisation a réussi à inscrire dans l'imaginaire des Africains, et là je parle du peuple, l'idée d'unité. Et c'est déjà pas rien. Après, qu'elle ne soit pas réalisée n'est pas du fait du peuple. Ce sont les dirigeants qui n'ont pas toujours su comment s'y prendre. Bon, évidemment, il y a des influences extérieures qui n'aident pas non plus. Vous faisiez allusion tout à l'heure au niveau des financements. C'est encore l'un des points faibles de l'OUA et l'actuelle, l'Union africaine. Dès lors où l'essentiel des financements vient de l'extérieur, et l'ancien président de la Commission, Jean Ping, le disait déjà l'année dernière, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est tout dire. Et est-ce que vous essayez de... Oui, allez-y. Ouais, moi, ce que je pense, c'est que cela a été une très belle initiative des pères fondateurs de mettre sur pied cette organisation continentale dont le véritable projet à terme est réellement une intégration régionale. Mais malheureusement, on ne fait jamais que la politique de ces moyens. Et je crois que c'est à ce niveau que l'ancienne OUA, aujourd'hui l'Union africaine, rencontre de gros problèmes. Nous ne pouvons pas constituer une organisation forte si nous sommes constitués de membres faibles. Et c'est tout à fait visible par rapport aux objectifs fixés et par la charte. Est-ce que ceux qui ont rêvé le projet panafricain, Maître Féliot, ont été trahis ou alors l'OUA a été victime de ces divisions idéologiques? Mais déjà, il faut considérer que l'Afrique, c'est au moins 54 États. À l'intérieur de ces 54 États, vous avez des problèmes de langue. C'est-à-dire que les gens parlent français, d'autres parlent anglais, d'autres sont lusophones. Donc ça fait déjà des éléments de divergence. C'est plus un problème de nos jours avec les traductions, non, mais les interprétations. c'est important. Parce que qui dit langue dit ancien colonisateur, dit idéologie différente, dit culture politique différente. Donc nous sommes à l'intérieur justement d'une organisation qui a un certain nombre de courants qui peuvent entraîner des discordances. Donc, je pense que ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure est important. Mais l'Union européenne, il y a aussi plusieurs langues. Hein. Oui, mais au niveau des Nations Unies, c'est pareil. Hein. L'Union européenne est traversée par des courants contraires aussi. Ah. Il n'y a qu'à voir le rôle que joue la Grande-Bretagne. Je ne pense pas que la langue et la culture soient un obstacle. Si, la langue et la culture sont des obstacles. Quand on regarde la manière dont a été géré le conflit du Rwanda, même par l'OUA, il y a ce fameux complexe de Fashoda. C'est-à-dire qu'une partie
Alors, la France en particulier ne voulait pas perdre le Rwanda parce qu'il considérait que c'était une zone francophone. Les Américains et les Anglais voulaient conserver cette zone-là. Et dans la manière dont on a géré le conflit, on s'est rendu compte que l'influence, justement... Peut-être la question sous-jacente, parce que vous dites peut-être la même chose. Vous parlez du colonisateur derrière la langue, j'imagine. Tout à fait. Oui, donc c'est l'influence extérieure qui est le problème. Ce n'est pas la langue qui n'est que le véhicule. Moi, je me situe au niveau de l'organisation interne de l'Union africaine et de sa mise en œuvre par rapport à ses objectifs. Je pense que la langue et les cultures ne sont pas des obstacles. Là, maintenant, il y a des intérêts, des puissances par derrière. Les intérêts, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on peut parler le même langage, mais il y a la politique aussi. Tous ces arguments-là sont recevables. Mais en réalité, il s'agit déjà le problème réside au niveau de nos dirigeants. Ont-ils eux-mêmes, ceux d'actuels, je ne parle pas de pères fondateurs, les dirigeants qui viennent après le père fondateur, ont-ils un beau jour conçu un quelconque projet pour l'Afrique, par eux-mêmes? Ils s'accrochent à des projets de souveraineté, ou d'hégémonisme peut-être parfois. Ont-ils assez de caractère pour pouvoir se faire entendre, se faire respecter, se sortir Parce qu'on le voit au niveau... En fait, ils sont arrivés au pouvoir, ceux-là même qui n'ont jamais pensé se gérer, qui n'ont jamais pensé être indépendants. Comment peuvent-ils, après cela, savoir comment gérer? Il faudrait déjà faire preuve de personnalité, de vision politique au niveau de son État pour pouvoir projeter la même vision à l'extérieur. On le voit au niveau des organisations régionales. Absolument. Il y a déjà la vision, elle est contenue dans la charte. Le projet de l'Union africaine est contenu dans sa charte. Et comme je le disais, c'est-à-dire la discussion n'est plus au niveau de la vision. La discussion est au niveau de la mise en œuvre de cette charte qui permettent d'atteindre les objectifs. Et je pense que ce qui nous freine, je l'ai dit, c'est une question de ressources humaines, c'est une question de moyens. On le sent en filigrane. On le sent en filigrane dans nos discours à nous tous. Voilà. Pourquoi ce sentiment d'échec si répandu dans les esprits, dans la presse Moi, je pense fondamentalement qu'aucune politique ne peut être appliquée sans leader. Quand vous prenez les pères fondateurs, vous prenez Kwame Nkrumah, c'était un leader, clairement. Vous prenez le Négus, c'est quand même... Il a fait un discours à l'ONU qui était, lorsque les Italiens vont attaquer son pays, qui a fait sa renommée, même si après, il meurt dans des circonstances terribles. Vous prenez le leader de non-alignés dans le temps. C'était un leader éminent, également. Donc aujourd'hui, effectivement... Vous prenez Nasser. Oui, vous prenez Nasser, qui a bâti l'histoire de l'Afrique, hein, et qui a une forme de respectabilité historique. Aujourd'hui, je suis désolé, en Afrique, il n'y a pas de président qui incarne véritablement un leadership. Donc cela se ressent sur le fonctionnement de l'institution. Donc échec ou pas échec? Ou de ce point de vue, clairement, moi je me prononce pour l'échec. De ce point de vue, il y a une absence de leadership qui aurait pu justement aider à la mise en œuvre de ce projet minimal qui a été finalement retenu. Mais je crois que c'est tout à fait évident. Il faut toujours un porte-voix, hein, un leader emblématique qui incarnerait la cause commune. Cela dit, bon, là tout de suite, je pense au président Kadhafi qui est décédé et qui, ces dernières années, semblait-il... Justement, on va y arriver à ce que c'est devenu l'Union africaine. Voilà. Mais je pense que l'Union africaine, aujourd'hui, il y a des structures à l'intérieur. Nous avons évidemment cette conférence de chefs d'État, mais parlons plutôt de cette commission qui a un président, et ce président qui doit en principe impulser l'agenda qui lui est confié par les sommets. Excusez-moi, je voulais finir sur l'échec par une seule question. Ensuite, on arrive à ce qui concerne les perspectives. Pourquoi nous avons ce sentiment d'échec? Est-ce qu'à certains moments de l'histoire de l'Afrique, on a attendu de l'OUA qu'elle joue son rôle et elle a déçu ses peuples? À quel moment précisément de crise politique, par exemple, elle n'a pas joué son rôle selon vous et qui a conforté cette image dans l'esprit de beaucoup de gens, comme on peut le lire dans la presse ou l'entendre dans les conversations? Alors, je ne sais pas si cet exemple que je vais prendre est emblématique ou représentatif, mais quand l'on sait que l'un des pères fondateurs de l'OUA, l'ancien président Houphouët-Boigny, hein, alors que l'OUA avait proclamé un embargo sur l'Afrique du Sud du fait de l'apartheid,
a quand même maintenu des relations diplomatiques avec ce pays. Quelle influence vous voulez que... Est-ce que c'était au titre de l'OUA ou c'était dans sa souveraineté de président d'un pays? Mais il me semble que dès lors nous parlons de l'unité d'un continent, c'est-à-dire que l'on essaye d'avoir une même position vision commune. L'un des piliers, donc, en tant que membre fondateur, qui finalement prend le contre-pied de la décision commune, ce n'est pas pour grandir quand même. À certains moments, ils ont paru faire des choix dans le sens contraire. Quand ils reconnaissent, par exemple, l'État sahraoui en perdant le Maroc qui démissionne de l'OUA en 1984, c'était un acte courageux. Ils ont reconnu en 82, le Maroc va partir en 84. Oui. Est-ce que cette fois-là, il y avait du courage ou pas? Alors, oui, vas-y. Il y a d'autres situations encore qui ont bien montré la fracture de l'OUA. Lorsque, par exemple, le Bénin est agressé le 16 janvier par Bob Denard et qu'on sait finalement que les avions sont partis du Gabon, entre autres, et qu'il y avait l'appui du roi du Maroc, ça pose problème sur une question d'unité. Hein. Lorsqu'on sait, par exemple, que la mort de Sankara aurait été commanditée entre autres aussi par la Côte d'Ivoire, parce que ce petit capitaine rouge gênait aux entournures les Français qui considéraient que la Côte d'Ivoire pouvait être, je veux dire, mais oui, ça pose problème. Donc, est-ce qu'on peut avoir une organisation de l'Union africaine avec des États qui trahissent la possibilité de créer un espace cohérent? On arrive donc... Disons que ce qui est valable pour l'Union africaine l'est aussi pour toutes les autres organisations internationales, parce que l'Union africaine est une organisation internationale. Il y a des intérêts communs qui sont mis dans le pot commun par rapport à cette organisation. Évidemment, les États membres signataires de la charte, en même temps, s'engagent à respecter les termes de cette charte, mais il n'en demeure pas moins, malheureusement, que les États pris individuellement dans leurs relations bilatérales font en général passer leurs propres intérêts avant l'intérêt de la communauté. Je crois qu'il y a un bel exemple qui a été cité tantôt par rapport à l'Afrique du Sud. Mais la fin de l'apartheid en Afrique du Sud est aussi l'issue soutenue par l'Union africaine de manière générale, mais aussi par les États pris individuellement. L'ANC du président Nelson Mandela n'aurait pas pu tenir dans sa lutte s'il n'y avait pas eu les autres États africains. Et c'était dans la charte déjà de 63, voilà. L'accession à l'indépendance, le redésir. Malheureusement, l'histoire nous enseigne, il y a souvent quelques couacs comme ça que nous pouvons déplorer ici et là. Et c'est justement sur la base de ces couacs qu'aujourd'hui nous devons militer et œuvrer pour que nous ayons une meilleure organisation. On arrive au 9 juillet 2002, quand l'OUA devient l'Union africaine, après la déclaration de Sirte, on se souvient, de 1999 déjà. Sirte qui se trouve en Libye, où, semble-t-il, quelqu'un a voulu reprendre le leadership de ce projet-là. On voit très bien que l'idée d'un leader qui pourra entraîner le reste du continent dans un mouvement d'unification et donc de l'avènement de l'idéal des pères fondateurs ne plaît pas toujours, puisqu'on connaît l'issue fatale du guide libyen. Entre autres raisons, cette ambition, justement, d'aider à la constitution d'une Afrique forte n'a pas joué véritablement en sa faveur. Était-ce vraiment l'ambition du président Kadhafi? Tout au moins, quand même. Même Jean Ping a pris position. Il a bien rappelé qu'au moment, justement, où il y avait l'attaque de la Libye, il a parlé de la violation de la résolution 1973 en Libye, où les forces outrepassaient leur mandat. Je pense que Kadhafi a payé pour ses ambitions par rapport à une Afrique forte. Même si par ailleurs, il avait... L'histoire nous dira. Non, l'histoire nous le dit déjà. Il y a quand même un sentiment, ce n'est peut-être qu'un sentiment, j'espère me tromper, un sentiment paradoxal. Il semble que ce qui est devenu l'Union africaine a été
peut-être parfois plus suiveuse contre les intérêts africains à certains moments dans des crises graves en Afrique. Du temps où ça s'appelait encore l'OUA, elle était parfois qualifiée de plus ou moins moribonde. Mais on a vu, il y a des crises graves en Afrique en ce moment, très très graves, et l'Union africaine souvent a pris des positions qui ont surpris ou n'a pas pris position à certains moments. Justement, au regard de l'objectif de l'unité africaine, certains grands pays, et nous parlons tout à l'heure, d'une absence de leadership qui nuit à la réalisation de ce but, l'Union africaine a failli, notamment lors de la crise en Libye. Il faut quand même se souvenir que l'Afrique du Sud était l'un des membres africains du Conseil de sécurité. L'Union africaine a failli, puisque nous venons d'avoir un exemple. A voté pour la résolution 1973. Oui. Qui justement, oui, l'Afrique du Sud a voté cette résolution-là, qui va justement entraîner la mort du colonel. Non, parce qu'elle a été on a outrepassé la résolution. Oui, c'est ce que Jean Ping, précisément, c'est ce que Jean Ping condamne. Mais oui, précisément. Je crois ne jouons pas le naïf. Oui. On sait très bien que si le problème avait été présenté de manière claire, cette résolution ne serait jamais passée. Alors, on a pris un habillage juridique, même en termes de mots, de sorte que, précisément, on puisse faire ce qu'il faut. Et c'est là également que réside la culpabilité des partenaires comme la Chine et la Russie, qui se sont abstenus. Avec l'expérience diplomatique que ces deux pays ont, comment pouvaient-ils s'imaginer qu'il n'y aurait pas en général, ils le voient beaucoup. Il ne faut pas qu'on soit naïf non plus par rapport à ces deux partenaires. Ne faisons pas un mauvais procès. Je vous remets la balle. Balle au centre. Il a évoqué le nom de l'Afrique du Sud. On y est. C'est une Sud-Africaine qui est à la tête de l'Union, Nkosana Zuma, ex-épouse de Jacob Zuma, mais qu'il est par son propre talent, à elle seule. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un basculement idéologique qu'on peut espérer du fait que cette fois-ci ce soit l'Afrique australe, une Afrique anglophone d'une autre culture, comme vous aviez dit précédemment, Maître Féliou? Moi, je pense qu'il y a une prise de contrôle de l'Afrique du Sud, mais elle n'est pas simplement politique, elle est aussi économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 gros pays en Afrique qui sont un peu des locomotives, à la fois économiques et politiques. Vous avez par exemple tous les pays de l'Afrique australe qui profitent justement de la richesse de l'Afrique du Sud. Vous avez le Nigeria qui impulse politiquement autour de lui, quoi qu'on en dise, tous ces pays qui sont frontaliers. Vous avez le Maroc aussi qui influe déjà au Sénégal et dans d'autres pays de la zone subsaharienne grâce à ces investissements parce qu'ils ont compris justement que l'Afrique, je dis bien, sera la Chine de demain. Donc, si l'Afrique du Sud a pris le contrôle de l'Union africaine, c'est aussi parce qu'elle s'est déjà impliquée lors des problèmes en Côte d'Ivoire, dans les problèmes de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs Jean Ping qui a obligé Jacob Zuma. Pas obligé. Enfin, obligé. En tout cas, Jacob Zuma, il a fortement incité les Sud-Africains à s'impliquer dans la cause parce qu'il s'est rendu compte que tout était plus les ou moins... Sud-Africains sont très impliqués dans le projet de l'Union africaine. Oui. Parce que la déclaration de Sirte fait suite déjà à la conférence de Durban en Afrique du Sud de 1999. Le président Thabo Mbeki et le guide libyen avaient un axe qu'ils ont constitué très tôt. On l'a vu à un moment donné, le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade, s'atteler à ce train-là pour aller vers le NEPAD, quelque chose de plus économique. Donc l'Afrique du Sud, on sent qu'elle a voulu impulser autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plaçant son candidat, on a vu comment ils ont insisté pour cette victoire-là. Non, et puis nous parlons d'Union africaine. Et nous sommes ici des Africains, donc soyons unis. L'Afrique du Sud n'a pris le contrôle de rien du tout. Nous avons une organisation internationale qui a son organe exécutif, qui est la Commission de l'Union africaine. Et il faut bien que cette commission ait un président. Alors qu'il soit d'Afrique du Sud, du Gabon, du Togo, du Bénin ou d'un autre pays africain, cela ne cause aucun problème et surtout ne devrait pas ici apporter un élément de différenciation entre les États ou entre le monde francophone et anglophone. Ce que nous attendons de cette commission, et avec à sa tête son leader, donc Mme Zuma, c'est qu'elle fasse
son travail, et cela conformément aux dispositions en vigueur par rapport à cette commission à l'Union africaine. Il n'y a pas de prise de contrôle sans influence. Non, il n'y a aucune... Non, faut pas... Non, ne nous lançons pas trop dans ce genre de qualificatifs-là. Il n'y a aucune prise de contrôle. Ce, par contre, que nous pouvons, comment dire, apprécier d'une certaine manière, ce que le pays dont est originaire le nouveau président étant une puissance africaine, je l'ai dit tantôt, et même mondiale, je l'ai dit tantôt, le vrai problème de l'Union africaine, ce sont les moyens. Voici, nous sortons de l'Assemblée générale des Nations unies et a été évoquée la question du Nord Mali. Comment constituer une force d'intervention au niveau du Nord Mali pour que les choses reviennent... Une représentation africaine au Conseil de sécurité. Vous comprenez que lorsqu'on sollicite les différents États membres afin qu'on puisse lever des troupes et des moyens financiers, cela est toujours très, très compliqué. Je crois qu'avec cette présidente de l'Union africaine, et nous sommes en relation internationale, nécessairement, l'Afrique du Sud cherchera à se distinguer au sein de l'Union africaine sans nécessairement la contrôler. Peut-être qu'elle, à ce moment, va essayer de tirer tout le monde vers la bonne direction. Et c'est tout ce que je peux apprécier de positif, mais il n'y a pas de mainmise ou de contrôle de l'Afrique du Sud sur l'Union africaine, non, je ne crois pas. Le Gabon n'a jamais contrôlé l'Union africaine, et pourtant... Est-ce qu'il en avait les moyens? J'entends bien les différents arguments, mais j'ai quand même la faiblesse de penser que le prestige de l'Afrique du Sud, parce que c'est un grand pays, notamment sur le plan économique, militaire, surpasse et de loin celui du Gabon. Sans vous manquer de respect. Cela dépend, pris à la superficie, à la population, le Gabon est peut-être au-dessus. Et autre élément, la longue expérience de lutte des Sud-Africains forge quand même un caractère. Certes, les objectifs à réaliser par l'Union sont consignés dans la charte. La Commission et le président de la Commission en premier ne doivent pas déroger à cela. Mais lors des négociations, transparaît également le caractère des uns et des autres. Les résultats des négociations reflètent quand même cela. Il me semble donc qu'il y aura forcément quelque chose d'avantageux. Vous la sentez, cette nouvelle orientation de l'Union africaine évidemment, vers l'Afrique australe, l'Afrique évidemment, je n'exclus pas, ou plutôt je n'ignore pas que l'Afrique du Sud lorgne une place au Conseil de sécurité. Donc, à un certain moment, elle sera peut-être tentée de mettre un peu d'eau dans son vin. Ce qui s'est passé, notamment, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque il a fallu signer des accords en matière de nucléaire civil avec la France, le président Zuma, qui était un soutien fort du président Gbagbo, a reculé quand même, l'a lâché. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le cacher. Et pareil pour la crise libyenne. L'Afrique du Sud a d'abord voté cette résolution-là, même si après coup, elle a dénoncé. Mais elle a d'abord voté. Et je persiste à penser qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait des risques. Je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que ce leadership nouveau, ou tout simplement cette présidence de la Commission sud-africaine, peut apporter de spécifique à cette dynamique de l'Union africaine ? Je la pose à vous trois. Hein. Mais moi, je disais, Union africaine, pour moi, signifie d'abord unité. Même si, au niveau de la présidence, nous avons aujourd'hui une ressortissante de l'Afrique du Sud, mais sans les autres membres, cette personne ne pourra jamais avancer. Ne perdons pas de vue que c'est vrai que nous reconnaissons, en tout cas c'est la charte, qui délègue à cette commission un certain nombre de prérogatives en termes d'initiative. Mais il n'en demeure pas moins que la conférence des chefs d'État, qui au-dessus est l'organe décisionnel. Et la commission ne fait que suivre les instructions, si je puis m'exprimer. Chaque pays a une seule voix, voilà. C'est bien ça. Donc à ce moment-là, chaque pays ayant une seule voix et exprimant sa souveraineté peut parfaitement bloquer tout processus mis en œuvre ou toute initiative. Donc ne perdons pas de vue cela. L'Union africaine, c'est effectivement l'unité de l'Afrique et tous les combats que mène cette institution sont des combats de l'Afrique, quelles que soient les personnes, puisqu'il faut nécessairement qu'il y ait des personnes visibles qui la dirigent. Alors, l'une des spécificités de l'Union africaine par rapport à l'OUA, c'est que dans la charte de l'Union africaine, on fait expressément mention de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie.
ainsi que du développement. Alors, on peut estimer que, de ce point de vue, des actions seront menées un peu plus que par le passé. Pourquoi pas? Mais je continue à penser que certaines fois, nous serons, en tant qu'Africains, fiers de l'action que mènera la présidente de la Commission, la présidente actuelle de la Commission. Et dès lors où va peut-être se jouer des enjeux propres à l'Afrique du Sud au niveau mondial. Est-ce que globalement, OUA, UA, presque 50 ans d'existence, on a avancé ou on a stagné par rapport à la charte? Je pense que, en fait, une charte, c'est un peu comme une utopie. Et une utopie est faite pour être dépassée. Et je continue à penser que pour faire en sorte qu'une utopie recule, il faut une volonté politique, il faut que les gens soient conscients d'objectifs à atteindre. Et si on veut que l'Afrique, qui a de toutes les manières énormément d'atouts, c'est-à-dire que nous sommes à la fois une réserve de ressources minérales, nous sommes une réserve de ressources agricoles, nous sommes une réserve de ressources humaines. Si on veut que tous ces trois facteurs, sans compter les autres, convergent vers un objectif de croissance évident, il faut que nos hommes politiques aient une volonté politique commune. Et donc, le processus institutionnel qu'a développé tout à l'heure Éric Joël Bécalé, notre invité montre bien que même s'il y a un président de l'Union africaine ou une présidente de l'Union africaine, il y a quand même un organe au-dessus qui est plus ou moins démocratique, qui peut bloquer un certain nombre... Donc ça renvoie à la question de la démocratie dans chaque État. Non, mais dans chaque État, et même ça renvoie à la question de la démocratie participative et à un consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord pour arriver à un objectif. Donc reste à voir, comme on dit. Maître Samba. Oui. À vrai dire, il se pose quand même un problème. Mon voisin de droite vient de le soulever. Maître Félix. La pratique du pouvoir déjà au sein des nations, des États, pris individuellement. Comment, et c'est tout le problème du panafricanisme aussi, comment concilier comment dire... Une ambition collective. Une ambition collective avec des freins. Avec une pratique du pouvoir au niveau étatique qui n'est pas démocratique. Comment est-ce possible? Alors, évidemment, je suis d'accord que la charte, c'est d'abord une utopie. La réalisation, c'est encore une autre histoire. Mais en même temps, et c'est en cela que je faisais allusion au caractère des individus. Selon que l'on est habitué au combat, on peut plus résister que celui qui n'a jamais ou qui a très peu résisté ou combattu. Il nous reste 4 minutes d'émission, nous sommes en direct. Éric Joël Bécalé, vous pouvez amorcer votre conclusion. Waouh, déjà, en fait, ce que je voulais dire, ce sera peut-être une conclusion parce qu'elle nous permet d'arriver au constat. C'est-à-dire, en fait, nous ne sommes pas encore sortis du débat, je voudrais dire, initial, au fondement même de la création de l'organisation de l'Union africaine, qui est celui-là qui opposait deux blocs, l'un pour un fédéralisme et l'autre pour le respect des frontières existantes, donc pour une Afrique des nations. Nous y sommes parce que ce n'est que dans la dimension du fédéralisme que réellement les éléments auraient mieux convergé pour une meilleure unité, donc une prise en commun de certaines choses et donc des prises en charge aussi. Lorsque nous parlons du bilan de l'OUA et peut-être déjà de l'Union africaine aujourd'hui, c'est par rapport à quoi exactement? C'est par rapport au terrain d'opération dans lesquels nous la voyons en œuvre, notamment dans cette perspective de prévention et de maintien de la paix. C'est ce qu'on voit le plus, n'est-ce pas? Nous pourrons toujours parler des autres domaines comme ceux du développement. Mais nous avons beaucoup fait de diagnostic aujourd'hui. Quels sont les remèdes, les étapes Déjà, il faut que cette organisation continue d'évoluer. Qu'elle évolue dans ce sens d'avoir un peu plus d'autonomie, mais surtout un véritable pouvoir. Il me semble qu'il est prévu qu'il y ait un Parlement qui deviendra l'organe politique de l'Union africaine et qui serait au sommet de la hiérarchie.
vous voyez, la conférence des chefs d'État se rend aussi compris. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça, avec des élus nationaux qui siégeront dans ce Parlement et qui donc auront une certaine indépendance par rapport à leurs décisions. Je pense que ça, c'est déjà très important et que de deux, qu'on leur donne les moyens de leur politique. Parce que les contributions des États africains, allez-y voir les chiffres, c'est catastrophique. Et là, c'est dommage. Afro-optimiste. Moi, je suis assez optimiste parce que on se souvient tous de La Chute du Faucon Noir, qui est un film qui montrait bien l'échec du maintien de la paix justement en Somalie. Et donc, depuis à peu près un mois, la contre-offensive justement des forces de l'Union africaine appuyée par les forces régulières de la Somalie montre bien que concrètement, les Africains eux-mêmes peuvent régler des problèmes puisque les rebelles extrémistes ont été... Les Chebabs ont été plus ou moins boutés hors du territoire de la Somalie, en tout cas vaincus, sur presque 80% du territoire. Il faut être optimiste. Il n'empêche quand même que des craintes demeurent. Lorsque, précisément, nous avons, et je reviens dessus, au niveau étatique, des pouvoirs qui sont autocrates, qui ne sont pas capables d'impulser le véritable développement socio-économique, qui refusent de déléguer leur souveraineté, je me demande, au niveau continental, qu'est-ce qui serait possible? Alors, on va pas conclure avec Ahmed Sékou Touré. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à la richesse dans l'esclavage, parce qu'il faut peut-être dépasser cette étape maintenant. On a entendu dans les conclusions des uns et des autres que peut-être l'étape décisive sera la création d'un parlement au niveau de cette organisation africaine qui serait représentative des différentes sensibilités, des différents peuples de cette Union africaine. On a aussi entendu, et ça c'est l'évidence même, qu'on ne peut pas avoir d'ambition collective si, à l'intérieur même des pays, il y a encore des problèmes de gouvernance, des problèmes de représentativité, des problèmes de transparence. Le projet de l'Union africaine, c'est un projet, je pense qu'on est tous d'accord ici, qui doit nous fédérer parce que l'Afrique, on le voit bien, les grands ensembles internationaux dominent le monde. L'Afrique ne peut pas rester éternellement morcelée. C'était l'invité de l'histoire de ce soir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Nous irons probablement du côté de la Mauritanie. Surprise. Bonsoir.